Exactement, bonjour, je m'appelle Julie Arnaud, je suis interne premier semestre à l'hôpital militaire à la Chiale Percy et je vais vous présenter mon topo qui s'intitule L'envolée gracieuse que j'ai réalisé sous la direction de mon chef de service, le professeur Mathieu Boutonnet. Alors ce topo, comme beaucoup d'autres, a été inspiré par un cas clinique qu'on a eu dans le service et que je vais vous présenter en introduction. Vous êtes l'interne ou le senior qui reçoit l'appel de garde de la régulation du SAMU pour vous proposer un patient. Il s'agit de monsieur A, un patient de 31 ans qui est victime d'un AVP casqué. Il chute à scooter et une voiture lui roule sur les deux fémurs, la voiture qui le suivait derrière. On vous transmet les paramètres vitaux du patient. Il est conscient et orienté Glasgow 15, stable sur le plan hémodynamique, une tension artérielle à 12,8, une fréquence cardiaque à 80, une saturation à 100% en air ambiant, il est eupnéique, température 37,7 et hémoQ 13,5 g par décilitre. Cliniquement, rien de particulier en dehors d'une déformation fermée au niveau du tiers moyen des deux fémurs, à droite comme à gauche. Une phase stérilisée en préhospitalier qui est normale. Percy, c'est un trauma center et donc la première question que l'on se pose une fois qu'on a accepté ce patient, c'est est-ce qu'on va commander un lot de transfusion massive en amont avant qu'il arrive? Je vais vous demander votre avis. N'hésitez pas à... J'ai vu des petits mouvements de tête, effectivement non. Alors nous à Percy on utilise un score qui s'appelle le score Red Flag qui a été validé en 2018 dans une étude. C'est un score où en fait qui prédit la probabilité de survenue d'une hémorragie grave qui nécessite une transfusion massive qui repose sur 5 critères et on déclenche le lot de transfusion massive s'il y a 2 critères ou plus. Les critères, ça va être un choc index supérieur à 1. Le choc index, c'est le ratio de la fréquence cardiaque sur la pression artérielle systolique. Donc, autrement dit, c'est quand la fréquence cardiaque est supérieure à la systolique. Par ailleurs, on a une PAM inférieure à 70, un hémoQ inférieur à 13, un bassin instable et la nécessité d'une intubation en urgence au préhospitalier. Ce patient, il est polytraumatisé. Quel est l'examen d'imagerie que vous réalisez une fois qu'il arrive aux urgences? Alors la face elle a été faite, effectivement, on va répéter des chocs, mais ensuite... Vous la refaites la face ou pas? Oui, le plus souvent oui. Pour rapidement, enfin au déchocage. Oh, oui. Et en l'occurrence, après, une fois que le patient on a vérifié qu'il était stable, on va réaliser un body scanner. Toujours ça quand il arrive. Quand on fait le body scanner, on refait un scanner thoraco-abdominopelvien qui retrouve aucune atteinte. En revanche, sur le plan orthopédique, je vous ai mis ici la reconstruction 3D de l'image ortho. C'est réellement le patient qu'on a pris en charge. Il y a des fractures bilatérales au niveau des deux fémurs. À droite, vous avez une fracture sphéroïde comminutive déplacée entre le tiers prox et le tiers moyen, tandis qu'à gauche, c'est une fracture transverse déplacée du tiers moyen. Rien de plus par ailleurs, il est pris en charge par nos collègues orthopédistes qui réalisent à droite une ostéosynthèse par enclouage centromédulaire à foyer fermé, avec corticotomie et alisage proximal. Tandis qu'à gauche, c'est un peu plus complexe, ils réduisent par manœuvre externe et ils posent un fixateur externe en damage control avec évidemment le projet de le reprendre quelques jours plus tard. Jusque-là, tout va bien, on n'est pas vraiment intervenu, si ce n'est que 24 heures après sa prise en charge orthopédique, il se dégrade brutalement sur le plan neurologique. Donc on a un patient de 31 ans qui, d'un coup, est complètement somnolent, désorienté, avec un flou visuel, qui n'est plus capable de répondre correctement aux questions. À quoi est-ce que vous pensez? Vous êtes appelé dans ce contexte? Effectivement... J'ai rien entendu. Ah. Vous avez dit des choses. Peut-être une embolie graisseuse. Effectivement, il va le voir dans la suite du troupeau, dans le contexte de traumatisme crânien, notamment avec des fractures bilatérales des membres inférieurs et une dégradation neurologique brutale 24 heures après, on pense à une embolie graisseuse dans le service. Quels sont les examens que vous auriez demandé? Ouais. Ok. On a fait une IRM, ainsi que, je vais vous expliquer ensuite la démarche, et également un fond d'œil. Je vous mets ici les images qui sont à nouveau les images du patient. Dernière question, et ensuite je vous présenterai sans vous importuner plus. Est-ce que ça vous conforte dans votre diagnostic ou pas? Ces images-là d'IRM et de fond d'œil? Oui. Oui, plutôt. Ok, alors du coup, on va parler de l'embolie graisseuse. La physiopathologie, alors assez simplement, il s'agit de la dissémination de particules graisseuses dans la microcirculation, le plus souvent secondaire à une altération du lit capillaire.
Il y a deux théories qui sont assez bien décrites dans la littérature pour expliquer ça. La première, c'est la théorie mécanique qui est décrite depuis les années 1950. Assez simplement, c'est dans le cadre d'un traumatisme, il va y avoir une hyperpression intra-osseuse, donc une mise en tension de la moelle osseuse qui va ensuite disséminer dans les capillaires sinusoïdes qui ont été arrachés par le traumatisme. Ces embolies graisseuses vont circuler dans le système veineux et venir se loger le plus souvent au niveau pulmonaire, dans le filtre pulmonaire. Le souci de cette théorie, c'est qu'elle n'explique pas bien, d'une part, les rares cas d'embolies graisseuses qui sont non traumatiques, et d'autre part, comment est-ce qu'on peut avoir des symptômes neurologiques très importants, puisqu'on se dit que les particules graisseuses devraient être arrêtées par le filtre pulmonaire. Le filtre pulmonaire, il fait 20 microns. Ce que la littérature a décrit, c'est que, première hypothèse, si les particules sont suffisamment petites, on dit entre 7 et 10 microns, et suffisamment nombreuses, plus de 100, elles peuvent aller emboliser des surfaces cérébrales suffisamment grandes pour qu'il y ait un retentissement clinique et donc une dégradation neurologique. L'autre option, c'est que chez les patients qui ont un foramen ovale perméable, ou en tout cas un champ de droite-gauche, les embolies graisseuses elles vont pouvoir aller directement emboliser dans la circulation générale et en particulier au niveau cérébral. Il y a une deuxième théorie qui est un peu plus marginale, mais qui explique peut-être un petit peu ces cas d'embolie graisseuse avec des manifestations neurologiques et puis les rares cas qui sont non traumatiques. C'est la théorie biochimique qui a été développée par ailleurs, où on pense que quand il y a un état de stress intense, la cascade hormonale du stress va entraîner la libération de kilomicrons et d'acides gras libres qui vont ensuite coalescer et entraîner une réaction inflammatoire importante avec l'agrégation secondaire de plaquettes et ce genre de choses, mais initialement c'est réellement des particules de gras et que ça peut être responsable d'embolies graisseuses un peu disséminées. Le tableau clinique classique, ça va être un homme jeune. Alors l'homme jeune, c'est pas tant par rapport à l'embolie graisseuse que par rapport au traumatisme. Ça sort dans les études, mais c'est plutôt un facteur confondant. Parce que c'est plus susceptible d'être victime d'un traumatisme aocinétique. On va avoir des fractures multiples, le plus souvent c'est 2 ou 3, des os longs, des membres inférieurs et du bassin. À noter, dans plus de 80% des cas tout de même, ce sont des fractures du fémur spécifiquement. L'intervalle libre avant le début des symptômes, il est caractéristique, c'est 12 à 72 heures, le plus souvent entre 24 et 48, un jour ou deux, quoi. Le début est le plus souvent brutal, ce qui peut être effectivement un peu déroutant. L'incidence post-traumatique, elle est difficile à évaluer parce que ça diffère des critères cliniques et les critères diagnostiques qu'on prend si on prend des cohortes que de patients traumatisés, si oui, quel type de traumatisme, membre inférieur ou pas, mais globalement, on estime que c'est 1 à 30%, et les patients qui vont vraiment être symptomatiques sur le plan clinique, et notamment neurologique, ça concerne 1 à 2% des traumatisés. Et le diagnostic est difficile à spécifique et on va en parler maintenant. Le diagnostic, les critères diagnostiques les plus communément admis, que vous connaissez peut-être, ce sont les critères de Gurde, notamment les critères de Gurde modifiés, qui ont été établis en 1978. Ça repose sur 3 critères majeurs qui correspondent aux 3 organes qui vont être atteints prioritairement. Le premier organe, ça va être au niveau cutané. On va observer des pétachis du purpura sur la partie supérieure du tronc, mais également au niveau de la conjonctive ou parfois au niveau de la muqueuse buccale. Le deuxième organe qui va être touché, ça va être sur le plan respiratoire. Ça, on le comprend aisément puisqu'on remonte dans la circulation veineuse, avec des manifestations aspécifiques de type hypoxémie avec une PaO2 inférieure à 60% en air ambiant et un infiltrat à la radio. Et enfin, le dernier organe, ça va être l'organe, celui du cerveau, une atteinte neurologique avec des atteintes caractéristiques à l'IRM qu'on va détailler également. Donc les 3 grandes atteintes d'organes, ça va être cutané, respiratoire et neurologique. Il y a également des critères mineurs que là je vais faire que vous citer, la tachycardie, la fièvre, une thrombopénie, une anomalie de la coag avec notamment une anémie, une atteinte rénale, anurie, oligurie et parfois, comme c'était le cas pour notre patient, une embolie rétinienne au fond d'œil. Les études elles sont assez légères sur ce sujet, mais globalement on considère qu'on peut poser le diagnostic quand on a un critère majeur et 3 mineurs ou 2 majeurs, 2 mineurs. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, les lésions cutanées, ça ressemble à ça, c'est complètement aspécifique, absolument, c'est des pétéchis, du purpura. Je vous ai mis également une photo de purpura sur la conjonctive, qu'on regarde peut-être parfois un peu moins. Les lésions pulmonaires, c'est à nouveau complètement aspécifique, ça peut faire un tableau d'OAP ou un tableau de SDRA, d'autant plus que l'embolie graisseuse peut donner un authentique SDRA secondaire derrière, mais on va avoir en fait un infiltrat alvéolaire, voire alvéolo-interstitiel diffus. Et l'examen d'imagerie qui finalement va nous permettre de poser le diagnostic ou en tout cas de se rapprocher, d'avoir la meilleure spécificité, c'est l'IRM, le gold standard. L'IRM, il y a 2 séquences qui vont permettre particulièrement de se rapprocher du diagnostic. Ça va être la séquence de diffusion et la séquence en écho de gradient, le T2 étoile.
Et ce qu'on va observer, donc sur la séquence en diffusion, en anglais c'est Starfield, donc champ d'étoiles littéralement, la traduction est un peu approximative, mais c'est ça l'idée. On va observer des plages d'ischémie qui vont être très diffuses, très petites, non systématisées, à la fois sus et sous-tentorielles, très distales. Et en T2 étoiles, on va observer en fait le remaniement hémorragique de ces petites zones d'ischémie avec des hémorragies pétéchiales multiples qui à nouveau vont être très diffuses, très petites et un peu partout. Souvent, on a plutôt le tableau de diffusion à un stade très précoce et la transformation hémorragique, elle arrive à quelques jours après. Mais globalement, on peut observer les deux. L'IRM, ok, mais globalement, effectivement, quand il y a une dégradation neurologique brutale, l'examen un peu de référence, ça va être le scanner par rapport à sa facilité d'accès et aux images qu'on peut observer, notamment en termes de saignement. La tomodensitométrie cérébrale, elle est normale dans l'embolie graisseuse, dans l'énorme majorité des cas. Donc, c'est pas parce qu'elle est normale qu'il faut éliminer le diagnostic, au contraire. Je vous ai mis ici, c'est pathognomonique, mais c'est rare, mais pour la beauté de la science, il y a un signe pathognomonique cependant au scanner cérébral injecté. C'est le signe de l'artère hypodense où on va observer en fait un thrombus avec une densité graisseuse à l'unité de 12 piles, donc de moins 50 à moins 100, et ça signe le diagnostic d'embolie graisseuse. Mais globalement, le diagnostic, il ne se fait pas au scanner, il se fait à l'IRM. Autre chose qui a été étudiée pour le diagnostic de l'embolie graisseuse, qui est à nouveau assez spécifique, c'est le Doppler transcrânien. Je vais vous présenter cette étude de 2011, qui est une étude des États-Unis, qui se voulait une étude pilote. Donc, qui est une toute petite étude sur 42 patients seulement. En revanche, c'est une étude interventionnelle prospective qui étudie les patients qui ont une fracture fémorale récente, là, dans les 48 heures, et qui va essayer d'établir, de regarder la survenue de l'embolie graisseuse par la suite. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font des Dopplers transcrâniens, des deux artères sylviennes à l'arrivée, à droite et à gauche, 30 minutes de chaque côté, et qu'ils essayent de rechercher des signaux micro-emboliques qui témoignent du passage d'embolie graisseuse. Qu'est-ce qu'ils définissent comme un signal micro-embolique? Ça va être un signal unidirectionnel au Doppler, de forte intensité, avec supérieur de 6 décibels par rapport au bruit de fond, très court, à moins de 300 millisecondes, et puis avec un bruit caractéristique au Doppler que je ne saurais pas vous refaire, puisque je ne l'ai jamais entendu. Mais ça a été décrit dans la littérature, et ensuite ils prennent l'artère avec le plus grand nombre de signaux micro-emboliques et ils analysent 1 heure par jour, quand même c'est long, tous les jours jusqu'à ce qu'ils n'en observent plus chez ces patients. Et par ailleurs, de façon tout à fait parallèle, ils vont rechercher un foramen ovale perméable au Doppler transcrânien. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils prennent 9 cc de sérum Phi avec 1 cc d'air, on mélange bien, ils injectent au pied du coude et en même temps ils font les Dopplers transcrâniens. Et si dans les 60 secondes, ils observent l'apparition d'un afflux massif de signaux micro-emboliques, ils posent le diagnostic de foramen ovale perméable. Ils donnent des références pour d'autres études qui trouvent que cette méthode de détection du foramen ovale perméable a la même sensibilité et la même spécificité que l'ETO, ce qui est quand même assez fort, et ça a le mérite d'être non invasif. Donc ils font ça chez leurs patients et globalement, le principal résultat de l'étude, il est là. On va prendre la courbe tout en bas, alors celle en gris moyen, celle du bas, ça lui écrit pas de FOP, ça représente les 2/3 des patients qui... alors pardon, je vais vous expliquer le graphique d'abord. Vous avez en bas le nombre de jours après la fracture en abscisse, et en ordonnée vous avez l'intensité des signaux micro-emboliques observés. Et donc on observe que chez les patients donc, de la courbe du bas, ce sont des patients qui n'ont pas de foramen ovale perméable qui a été détecté. Et dans leur étude, qui je le rappelle est de petit effectif, ces patients qui n'ont pas de foramen ovale perméable, aucun n'a développé de signes cliniques d'embolie graisseuse. Aucun n'a développé de symptômes neurologiques. La courbe du dessus, celle qui est en noir, là au milieu, ce sont les patients qui ont eu un foramen ovale perméable qui a été diagnostiqué, mais qui n'ont pas développé de symptômes neurologiques. Et entre ces deux courbes, on a un petit p qui est significatif, la différence est significative, inférieure à 0,05. Et donc, on peut en conclure que les patients qui ont un foramen ovale perméable ont plus de signaux micro-emboliques, ce qui est assez logique, puisque forcément, s'il y a un champ droite-gauche, ça va y avoir plus d'embolie qui va pouvoir aller jusqu'au niveau cérébral. Et par ailleurs, la courbe la plus haute, c'est la courbe des patients qui ont un foramen ovale perméable et qui ont développé des symptômes neurologiques. Et on observe que cette courbe-là, elle est significativement différente de la courbe en dessous des patients également avec un FOP, mais sans symptômes neurologiques, et ce dès le début. La différence, elle est inférieure le petit p est inférieur à 0,02. Et donc, ce qu'on se dit également de cette étude, c'est que peut-être que le Doppler transcrânien, l'observation de signaux micro-emboliques, c'est un bon moyen d'être prédictif des patients qui vont développer par la suite une embolie graisseuse, puisque dès le début, ils ont plus de signaux micro-emboliques au Doppler.
Suite à ces résultats, ils ont proposé un schéma, donc c'est forcément chez les patients qui ont un FOP parce que dans leur étude, les seuls patients avec des symptômes neurologiques en avaient un. Et ils ont établi que chez ceux qui avaient un FOP, s'il y avait des signaux microemboliques plus de 4 fois par heure et d'intensité supérieure à 13 décibels, alors c'était prédictif de l'apparition de symptômes neurologiques, donc autrement dit d'une embolie symptomatique, avec un OR qui est très élevé, à 204, intervalle de confiance de 11 à 3724. Donc qu'est-ce qu'il veut dire cet intervalle de confiance qui est majeur? Ça veut dire qu'en fait ils n'ont absolument pas de puissance et qu'on manque cruellement de patients, de nombre de patients. Et tout de même le résultat est intéressant, et ce avec une valeur prédictive positive de 86%, donc très bonne, et une valeur prédictive négative encore meilleure de 97%. C'est quelque chose que nous on n'utilise pas dans le cadre de l'embolie graisseuse ou des traumatismes qui sont à risque d'en faire, mais ça soulève une question qui peut être pertinente. D'autant plus qu'on a tous des échographes et qu'on fait tous des Dopplers relativement régulièrement. C'est une étude qui se voulait pilote en 2011, il n'y a rien qu'à suivi derrière dans la littérature, donc on en est toujours là. Le traitement de l'embolie graisseuse. Le traitement principal, et vous le savez probablement, c'est le contrôle des facteurs de risque, le contrôle précoce des facteurs de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une immobilisation la plus précoce possible, une correction de l'hypovolémie, une stabilisation des fractures des œlons la plus rapide possible. Souvent, ils disent inférieur à 24 heures, mais dans les faits, dès qu'on réduit de 1 heure, on réduit également le risque d'embolie graisseuse par la suite. Ça, c'est plutôt pour nos amis orthopédistes, mais privilégier un fixateur externe ou un montage de type vis-plaque. Et si on veut vraiment mettre un clou centromédulaire, on essaye de le prendre de petit diamètre et de ne pas aléser la moelle qui est déjà agressée. Le traitement, une fois qu'on a l'embolie graisseuse et que le stade préventif est passé pour nos réanimateurs, il est principalement symptomatique. On fait ce qu'on sait faire, à savoir prendre en charge une hypoxémie, un SDRA, un coma, une HTIC. Mais c'est relativement aspécifique. Et donc on s'est intéressé, est-ce qu'il y a d'autres traitements qui pourraient être mis en œuvre? C'est posé notamment pas mal la question de l'intérêt des corticoïdes. Parce que sur le plan physiopathologique, ça semble avoir du sens de diminuer la perméabilité vasculaire, de diminuer l'état pro-inflammatoire. Il y a une seule étude réalisée en 2009, une méta-analyse qui est citée partout jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2022. C'est toujours cette étude qui revient. C'est une petite étude de mauvaise qualité, pour autant c'est la seule qui existe, donc c'est celle sur laquelle se basent les recommandations. C'est une méta-analyse canadienne de 2009 qui a inclus des études chez des patients qui avaient chez des patients qui avaient un traumatisme des membres inférieurs et qui avaient de façon randomisée soit des corticoïdes, soit pas de corticoïdes. Et ensuite, ce qui a regardé l'incidence de le facteur de risque le critère de jugement principal, c'était la survenue de l'embolie graisseuse par la suite. Il y avait seulement 7 études qui ont été incluses, malgré le fait qu'ils aient screené 40 ans de recherche, de 1966 à 2006, ce qui représente seulement 389 patients. Donc c'est vraiment très peu, c'est à peine 50 patients par étude. Je vous ai mis à côté le diagramme. L'odd ratio, néanmoins, sur ces 7 études, qui sont donc des études randomisées, est de 0,78 avec un intervalle de confiance qui exclut 1, et donc qui est en faveur des corticoïdes dans la prévention, encore une fois, de l'embolie graisseuse, chez les patients qui avaient des fractures à risque et qui en avaient reçu de façon préventive. Avec un number needed to treat à 8, ce qui est intéressant, ça veut dire qu'on traite 8 patients à risque par corticoïdes et qu'on évite une embolie graisseuse. Donc on se dit de ça, de la prophylaxie, ça pourrait réduire la survenue de l'embolie graisseuse par la suite. Néanmoins, il y a beaucoup de limites à cette étude quand même. Ce sont des études de très petite taille, avec un laps de temps très large, c'est-à-dire que l'étude de 1966, en fait, peut-être que la prise en charge de l'hypovolémie, la prise en charge orthopédique, le délai, l'immobilisation, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait maintenant, donc c'est difficile de comparer. La qualité de ces études, elle était assez moyenne. Il y a un index de qualité qui existe, et là, sur les 7 études, c'était compris entre 24 et 74%, donc assez faible. Une très grande hétérogénéité, à la fois dans le diagnostic, qui était compliqué, c'était pas toujours les mêmes critères diagnostiques de l'embolie graisseuse, à la fois dans les doses de corticoïdes, on allait de 1 mg kg jour pour les plus récentes à 50 mg kg jour pour celles de 1966. Et d'autant plus, il y avait un effet certes sur la survenue de l'embolie graisseuse, mais pas d'effet sur la mortalité, donc on peut se poser la question de la pertinence clinique. Néanmoins, c'est la seule étude qui existe sur le sujet. Les conclusions, c'est pas de changement de recommandation de bonne pratique sur cette seule étude, mais l'intérêt de faire une étude contrôlée randomisée de grande ampleur pour pouvoir conclure, parce que malgré tout, à la fin, l'étude montre que les corticostéroïdes sont protecteurs. Nous, dans le service, on n'en fait pas, en tout cas pas systématiquement, mais c'est une question qui reste ouverte et qu'on n'a pas franchement tranché encore.
De façon assez anecdotique, je vais vous parler des choses qui sont vues dans la littérature un peu en deuxième ligne. Il y a un case report de 2022 aux États-Unis chez un patient jeune, pareil, avec une fracture traumatique des deux fémurs qui présente une dégradation neurologique très importante avec un coma, Glasgow 3, qui ne s'améliore pas malgré eux, il a mis des corticoïdes. Et donc, il a reçu une oxygénothérapie hyperbare, 1h30 par jour pendant 7 jours. Et ça a mené à une récupération neurologique totale. Un autre exemple, en 2019, un case report, un patient cette fois-ci de 50 ans en post-op de PTG qui brutalement est hémiplégique et aphasique. Et on lui a fait une thromboaspiration mécanique, comme on peut le faire parfois dans les AVC pour retirer l'embolie, et là également une récupération neurologique totale. Ce sont seulement des case reports, c'est compliqué de conclure là-dessus, surtout qu'on va le voir, mais l'évolution naturelle, dans 90% des cas, c'est la récupération. Donc difficile de faire la part des choses entre ces différentes stratégies, mais ce sont des choses qui ont pu être testées. Juste pour vous montrer, ça c'est la photo de la thromboaspiration. On voit bien que ce sont des particules graisseuses et que ce ne sont pas des caillots sanguins, quoi. Ça ressemble pas à du sang coagulé. Et dernière partie de ce topo, c'est pour finir sur le pronostic. Le pronostic, dans 90% des cas, les patients ont une récupération. Le plus souvent, cette récupération est complète, même si elle peut être un peu longue et demander quelques semaines, quelques mois. Comment ça se fait que les patients récupèrent? Ils récupèrent bien mieux que dans le cadre d'une ischémie. C'est que les vacuoles lipidiques, elles vont se fragmenter, se dilatérer et aller du coup emboliser plus en distalité, et ce au fur et à mesure, ce qui va permettre de reperfuser. D'autant plus, les particules graisseuses, elles sont phagocytées par les PNN et les macrophages, et elles sont également émulsifiées par l'acide lipazoléique, dans ce cas-là, qui est mobilisé. Donc le caillou, enfin, c'est pas vraiment un caillou, mais l'embol va tendre à disparaître, à diminuer puis à disparaître. Il n'en demeure pas moins qu'il y a 10% de mortalité. 10% de mortalité, ça reste beaucoup. La majorité de ces patients, ils décèdent pas tant de leur lésion neurologique, mais de l'atteinte respiratoire, de l'hypoxémie et le plus souvent du SDRA qui en découle. Pour fermer la boucle, je vais vous parler de Monsieur A, qu'on a donc pris en charge dans le service. Il a été repris à J6 par les orthos pour son fixateur externe, pris en charge par une ostéosynthèse à foyer fermé, avec les joueurs, les orthopédistes, à nouveau un enclouage. Il a eu un suivi kinésithérapeute par kiné j'ai écrit toutes les semaines, mais il venait tous les jours de la semaine, et également orthophonique tous les 2 jours avec des progrès constants qui sont bien décrits dans les rapports. Et ce monsieur a une récupération neurologique totale à 2 mois. C'est un patient qu'on a pris en charge il y a 2 mois, fin décembre environ. Donc pour conclure, les messages principaux, c'est le principal message quelque part, c'est devant des fractures multiples des membres inférieurs, c'est-à-dire le contexte classique, il faut avoir une stabilisation chirurgicale rapide. C'est essentiel, il faut se battre avec les orthopédistes, c'est pas le lendemain à la relève, c'est le plus tôt et le mieux, et l'embolie graisseuse, ça peut être grave. Le diagnostic, ça va être dans un contexte, le plus souvent dans un contexte traumatique, avec une triade clinique, cutanée, respiratoire, neurologique, et le plus souvent une IRM qui va permettre de poser le diagnostic. On peut se poser la question de l'intérêt du Doppler transcrânien dans le diagnostic et dans le suivi derrière. Et en ce qui concerne la prise en charge, c'est essentiellement symptomatique, avec une place pour les corticoïdes qui n'est pas bien définie encore, qui dépend probablement des habitudes de chaque service. Je vous remercie de votre attention.